J'appelle aujourd'hui à la barre Charles Manson, l'un des criminels les plus connus et les plus emblématiques de la folie humaine et de la cruauté, alors qu'il n'aurait pas tué des victimes de ses mains et qu'il aurait juste commandité les meurtres qui lui seront reprochés. Des meurtres qui auraient été commis par les disciples de son groupe hippie, la Manson Family, qui le considérait comme un gourou. On part donc sur une vidéo qui va mêler drogue, musique et meurtre, un joli cocktail comme on les aime. La mère de Charles avait 16 ans quand elle a accouché de lui. Il ne connaîtra jamais son père, qui se faisait appeler colonel Walker Scott, alors qu'apparemment il n'aurait jamais été militaire. Ça lui faisait surtout un prétexte pour abandonner la mère et ne jamais reconnaître son fils. Moi, si jamais, je suis le lieutenant Alexandre. Comme ça, ma copine est prévenue. Charles va finalement porter le nom de William Manson, que sa mère va épouser avant sa naissance. Ils divorceront 3 ans plus tard, le climat familial n'est pas au beau fixe, sa mère boit beaucoup, elle part en prison pour un vol à main armée, alors que l'enfant est seulement âgé de 5 ans, son fils va donc être placé, mais ça ne sera que le début malheureusement d'une enfance chaotique pour le jeune Charles, qui aurait tenté de brûler son école, et qui va lui aussi commettre des vols et des agressions sexuelles. Il va alors dans des foyers de correction pour jeunes, il subit des châtiments corporels, on le trouve agressif, antisocial, et certains disent que c'est dû au fait qu'il a manqué d'amour, d'affection durant son enfance. En grandissant, il va continuer d'enchaîner les méfaits et enchaîner les séjours en prison. Cette fois, ce ne sont plus des maisons de correction, mais bien des réelles prisons. Et d'ailleurs, c'est derrière les barreaux qu'il va apprendre la musique, et la guitare plus précisément, dans les années 60. Vous allez voir l'importance de cette passion pour notre mélomane psychopathe qui était fan des Beatles. Hey John, don't make it bad. À la même période, il va aussi commencer à s'intéresser un petit peu à la scientologie, qu'on peut considérer comme une secte, et c'est là l'autre ingrédient qui va donc donner naissance à notre gourou criminel. Alors qu'il a 32 ans, on est en 1967, il vient de sortir de prison, et il va créer la Manson Family, qu'on peut considérer comme un groupe hippie dont il est le chef. Il y avait souvent entre une dizaine et une vingtaine de membres, essentiellement des jeunes femmes, qui se sont installés dans des ranchs pour y vivre, ils s'occupaient des chevaux pour pouvoir y rester, et ils volaient dans les poubelles pour avoir de quoi manger. Alors on est en plein mouvement Peace and Love avec la libération sexuelle, donc vous pouvez imaginer l'ambiance dans le groupe, entre les parties de jambes en l'air et la consommation de drogue, tout ça au milieu des chevaux et des champs de blé, c'est une sacrée ambiance. On est loin du Far West et des cow-boys. Ça tirait aussi vite que Lucky Luke, mais pas les mêmes cartouches. Allez, on peut cocher la blague beauf de la vidéo, c'est fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans un des ranchs dans lequel va s'installer la famille, Manson va croiser un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Bryan Cranston et qui deviendra, des années plus tard, un acteur mondialement connu. Walter White face à Charles Manson. Quel duel ça aurait été! Say my name. Parmi les membres les plus importants de la Manson Family et qu'on va retrouver impliqués dans la plupart des affaires dont on va parler juste après, il va y avoir Bobby Beausoleil, Susan Atkins, Linda Kasabian, Leslie Van Houten ou encore Tex Watson. Et lui ne présentait pas les amours, on aurait pu plutôt appeler ça les assassinés. C'est bientôt sur France 2 d'ailleurs. Je vous disais que Charles était fan des Beatles et il va se servir des chansons de son groupe favori pour nourrir ses sombres pensées, puisqu'il va interpréter et détourner les paroles de l'album éponyme des Beatles, sorti en 68 et qui est reconnaissable à sa pochette blanche. Il se sert d'ailleurs du nom de la chanson Helter Skelter pour imaginer une guerre entre les Noirs et les Blancs, alors que c'est une chanson qui de base parle d'un toboggan. C'est comme quand en cours de français, tu étudies un livre et tu dois deviner les intentions de l'auteur. Alors tu lui trouves des références et des figures de style qu'il n'aurait jamais imaginées. Et bien là c'est pareil. Mais ça ne s'arrête pas là, Charles va aussi utiliser le mot du titre piggies, donc cochon, et piggies ça décrivait la caste dominante, la caste élitiste, la caste bourgeoise, et donc par raccourci les blancs. C'est donc dans ce contexte un peu fou que la secte de Manson va partir tuer des gens pour essayer de faire accuser les noirs et créer une guerre avec les blancs. On ne le saura que plus tard, mais le premier meurtre organisé par la Manson Family, c'est celui d'un musicien du nom de Gary Inman. Les membres du groupe hippie s'intéressaient apparemment à son héritage, qu'on estimait à plusieurs milliers de dollars. Ils vont lui proposer de rejoindre leur groupe, mais il n'a pas l'air intéressé, il n'a pas l'air de vouloir. Le ton monte et Charles va lui trancher l'oreille avec une épée, qu'on va recoudre avec du fil dentaire. Déjà, le fait de couper l'oreille à quelqu'un avec une épée, c'est pour le moins original, puisqu'on n'est plus au Moyen-Âge, et en plus, la recoudre avec du fil dentaire, c'est la totale. Du coup, il avait le lobe de l'oreille qui sentait la menthe. Ça a dû surprendre le médecin légiste. Et finalement, Bobby Beausoleil va le poignarder à mort de peur qu'il aille voir la police. Et sur place, avec son sang, on va écrire sur le mur «
political piggy, donc on commence déjà dans cette logique d'accuser les noirs qui s'en prendraient aux blancs, surtout qu'on va ajouter à côté le dessin d'une patte de panthère pour tenter de faire porter le chapeau au Black Panther. Ou alors, on aurait pu croire que c'était une vraie panthère qui avait fait le coup. Mais dans ce cas-là, faut quitter la police. Quelques jours plus tard, le ciel se gâte pour Beau Soleil, c'est joliment dit. Il est arrêté au volant de la voiture de la victime et on retrouve aussi à l'intérieur de l'habitacle l'arme du crime. Donc direction la prison pour Bobby. Quand on prend si peu de précautions, on a presque envie de lui dire que c'est bien fait pour lui, honnêtement. Et la police a chanté « J'ai attrapé un beau soleil, un beau d'amour, un beau je t'aime ». Vu que Charles était fan de musique, et même musicien, je me sentais obligé non pas de faire un morceau, mais bien deux, pour marquer le coup, et lui rendre hommage. C'est pour toi, Charles. C'était soit ça, ou je me faisais une croix gammée sur le front et j'avais pas trop envie. Je suis censé bosser demain. Cette arrestation, elle aurait fait un peu paniquer la famille Manson, et on peut penser que les crimes qui vont suivre, et qui ont aussi été commis avec des couteaux et avec des messages inscrits au sang sur les murs, ils ont été justement effectués pour montrer à la police que le réel coupable, il était encore en liberté, et que ce n'était pas Beau Soleil qui était derrière tout ça. Mais bon, sachant que Bobby était au volant de la voiture de la victime avec l'arme du crime avec lui, il y avait quand même pas trop de doute. Ça coûtait rien d'essayer, j'imagine. Le 9 août 1969, plusieurs membres de la famille mettent le cap sur une maison de Los Angeles. Elle devait appartenir à un producteur de musique qui avait refusé de donner sa chance à Manson parce qu'il voulait faire carrière dans la musique, et donc Charles voulait se venger. Mais il envoie ses disciples faire le sale boulot à sa place. Le problème, c'est que le producteur n'habite plus ici, mais peu importe, parce qu'il y a encore des grands noms qui vivent entre ces murs. La maison appartient au célèbre réalisateur Roman Polanski, qui est à ce moment-là en train de tourner un film à l'autre bout du monde, donc Manson n'est pas sur place, mais ses disciples vont couper les fils du poteau téléphonique pour que personne n'appelle les secours. Ils ont fait le tour de la maison, ils ont contourné le portail pour éviter les alarmes, ils ont d'abord tué Steve qui avait rendu visite au gardien de la maison en lui tirant 4 balles dessus, ils sont ensuite passés par une fenêtre pour entrer sur place, et comme je vous le disais, Polanski n'est pas là, mais sa femme est présente, Sharon Tate, qui est enceinte de 8 mois, et il y a aussi des amis à elle. On a donc Sharon et 3 invités, sans parler aussi de Steve qui a déjà été tué, donc au total on aura 5 victimes ce soir-là. Ils seront tous tués sans exception, et on va écrire sur la porte d'entrée le mot pig avec le sang de la femme de Roman Polanski. Apparemment, le gardien de la maison était en train d'écouter de la musique, et donc il n'a rien entendu de tout ce qui se passait. Il y a des coups de feu, il y a des cris, et lui il est tranquillement en train d'écouter les Beatles. Je pense qu'on peut légitimement envisager un licenciement pour faute grave, parce que là, niveau professionnalisme, on n'y est pas trop quoi. Certaines victimes ont reçu des dizaines de coups de couteau. C'est le cas de Sharon Tate, qui avait essayé de supplier ses agresseurs pour qu'on la laisse accoucher afin de sauver la vie de son bébé. Mais les disciples de Manson seront sans pitié. Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain, on a des membres de la Manson Family qui vont assassiner, dans des conditions à peu près similaires, le couple LaBianca, qui est un couple fortuné de Los Angeles, qui possédait des magasins et des supermarchés. Les criminels connaissaient le quartier pour y avoir fait une fête auparavant. Cette fois, Manson intervient, il va rentrer dans la maison, il va ligoter les occupants, les habitants, qui vont ensuite être poignardés violemment à plusieurs reprises. On va graver sur le ventre de l'homme le mot « guerre » et on va écrire « mort au porc » sur le mur. Honnêtement, ils auraient dû faire du street art s'ils aimaient tant que ça repeindre les murs. Il n'y a pas besoin de tuer des gens. Dans la foulée, il y aurait dû avoir un nouveau meurtre, puisqu'il voulait aller tuer un acteur chez lui, mais Linda va frapper à la mauvaise porte d'appartement, donc il préfère quitter les lieux. Et on peut penser que la jeune femme a fait exprès de se tromper pour ne pas commettre ce crime, car c'est elle ensuite qui va avoir des remords et qui va témoigner contre ses camarades au procès à venir. Après, elle aurait pu aussi toquer à la bonne porte, juste en se faisant passer pour une témoin de Jéhovah. Là, dans tous les cas, t'es sûr qu'on te referme la porte au nez. Pour ce couple tué, on n'aurait pas de mobile très convaincant. Apparemment, Manson n'aurait pas été très satisfait de la manière dont le massacre de Sharon Tate et de ses invités s'était déroulé, et donc il voulait montrer à ses disciples comment ça devait se passer normalement. Faut tout leur apprendre. Pour les orgies sexuelles, il y a du monde, par contre, quand faut tuer correctement quelqu'un, il n'y a plus personne. Le dénouement de notre histoire et l'arrestation de la plupart des coupables va intervenir à l'automne, après plusieurs alertes et un dernier meurtre. Il va y avoir une descente de la police dans le ranch dans lequel habite la famille, dans le cadre d'une enquête sur des vols de voitures, mais les disciples vont être relâchés. Par contre, à ce moment-là, Charles Manson pense que la police a été prévenue par Donald Shee, qui travaille au ranch et qui ne l'aime pas spécialement. Ce désamour, il est réciproque, car Donald a épousé une femme noire, et vous l'aurez compris que Charles ne porte pas spécialement cette couleur de peau dans son cœur. Ils vont donc l'emmener en voiture et le tuer avant de laisser son corps dans la nature. Par contre, la police, elle continue d'enquêter, elle va faire une deuxième descente en octobre,
toujours dans le cadre d'une enquête sur des vols de voitures, et à ce moment-là, Suzanne va aussi être impliquée finalement dans le meurtre de Gary Hinman, qui avait donc été commis un peu plus tôt. Elle va être emprisonnée en attendant, et en prison, elle parle à ses co-détenus des meurtres de Sharon Tate et de LaBianca. Ça sera la leçon à retenir, faut bien choisir ses complices, parce que s'ils sont trop bavards, ils peuvent tout faire foirer. Merci Suzanne. On va vivre l'un des procès les plus fastidieux de l'histoire des États-Unis, long, coûteux, et puis surtout avec beaucoup de personnes accusées, et forcément une couverture médiatique assez importante, surtout avec le personnage de Manson qui va arriver au procès avec une croix sur le front, parce qu'il se considère comme exclu de la société. Il veut marquer sa différence, et il ira encore plus loin par la suite, en transformant cette croix, cette simple croix, en croix gammée. Soit on voit là une nouvelle provocation gratuite, soit on devine encore la volonté de susciter la haine raciale. Pas facile à assumer comme tatouage quand même, hein. Tu peux faire une croix sur ton avenir. Toujours est-il que ses disciples vont faire pareil, il se rasera aussi le crâne sur un coup de tête pour ressembler au diable, et là aussi il va être imité par les autres membres de la famille. Alors à mon avis, je trouve qu'il ressemble plus à Fabien Barthez qu'au diable. 9 mois et demi de procès au total, je sais pas si vous vous rendez bien compte, et 30 000 pages pour le déroulé du procès. Si il a fallu taper à la machine à écrire les 30 000 pages, je pense que le greffier ou la greffière a dû avoir de sacrées courbatures. Chacun son sport. Lynette, l'une des membres de la famille, va assister au procès, sans être jugée vu qu'elle n'est pas impliquée dans les meurtres en question. Par contre, elle va prendre perpétuité quelques années plus tard, parce qu'elle a tenté de tirer sur le président Ford. Au tribunal, comme je vous l'ai dit, le témoignage principal va être celui de Linda. À la barre, les autres accusés vont vouloir assurer que leur gourou n'a rien à faire dans tous ces meurtres et qu'ils sont les seuls responsables. Mais ça ne sera pas la version retenue par le jury, et d'ailleurs durant le procès, le président Nixon laisse sous-entendre que Manson serait coupable d'une manière ou d'une autre. Ça a créé forcément une petite polémique, vu que le chef d'État donne son avis sur une affaire en cours, ce qui pourrait influencer l'opinion publique et l'opinion de chaque juré. Le procès sera agité malgré tout, puisque Manson va tenter d'agresser le juge Holder en lui sautant dessus durant l'audience, mais il sera rattrapé avant, il a juste le temps de crier qu'il faudrait qu'on coupe la tête du juge. On a aussi l'avocat de Leslie, l'une des accusées, qui va disparaître lors de l'interruption de quelques jours du procès et qu'on va finir par retrouver mort, et certaines rumeurs accusent la famille Manson sans que ça n'ait jamais été prouvé. Ça en fait des choses à dire. Même le procès est riche en rebondissements. Merci pour ça Charles, ça donne de la matière pour faire une bonne vidéo. Enfin du moins je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à la liker. Charles et ses disciples vont être condamnés à la prison à vie. Manson n'a eu aucune pitié et aucun regret. Les récits des crimes au tribunal ne l'ont pas impressionné, et ce qui est fou, c'est que même si officiellement il n'a pas commis de crime, il n'a pas commis de meurtre de ses mains, il est quand même l'incarnation du mal absolu en ayant réussi à influencer l'esprit de ses disciples pour aller tuer des innocents. Alors certains coupables étaient sous drogue, et notamment sous LSD au moment de certains faits, mais ça n'excuse rien. Et alors qu'on vivait effectivement la période hippie peace and love, l'horreur de ce groupe et de ce gourou détonne et va contraster avec la légèreté et la libération des mœurs. En prison, Charles a été le prisonnier américain qui recevait le plus de courriers, parce qu'il continuait de fasciner et d'attirer, notamment des jeunes femmes influençables. Il va d'ailleurs se fiancer avec Afton Burton, qui est l'une d'entre elles, avec qui il échangeait des courriers et avec qui il a pas loin de 50 ans d'écart. Et son rêve à elle, ça aurait été de créer une crypte où reposerait le corps du gourou pour qu'on puisse continuer de le vénérer et de lui rendre hommage même après sa mort. Chose que Charles refusera, notamment parce qu'il se croit immortel. Mais ça ne sera pas le cas, je vous rassure. Manson a beau tenter de demander une libération conditionnelle, elle va lui être refusée et on repousse sa prochaine demande à 2027. Autant vous dire qu'il n'a pas vécu jusque-là. Au moment de son décès, on va congeler son cadavre pour savoir quoi faire de sa dépouille. Le déposer dans un magasin Picard n'a pas été retenu, alors il va être finalement incinéré. C'est bien aussi, j'imagine, il faut juste surveiller la cuisson des surgelés. Et un Américain d'une quarantaine d'années déclare qu'il aurait dépensé 600 $ pour se faire tatouer avec les cendres de Charles. Cette affaire, elle continue de déchaîner les passions et les curiosités toujours plus morbides, et assez récemment, en 2017, le cadre de lit de Sharon Tate a été vendu 14 000 $. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est le pire au niveau des dépenses, entre le tatouage avec ses prétendues cendres à 600 $ ou alors la tête de lit à 14 000 $ de sa victime la plus connue. Vous auriez préféré laquelle, vous? Charles a vraiment essayé de percer dans la musique, et pour cela, il a réussi à devenir proche de Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, à qui il va proposer des chansons. Il va même réussir à enregistrer dans leur studio, et il va écrire le titre Cease to Exist, qui deviendra par la suite Never Learn Not to Love sur l'album des Beach Boys. Sauf que Manson n'a pas trop apprécié que son nom n'apparaisse nulle part,
même s'il en avait apparemment cédé les droits au groupe de musique. Donc il va menacer le batteur des Beach Boys et leur amitié va se terminer comme ça. Au moment de son procès, Manson sortira son premier album avec une dizaine de morceaux, et dont la version d'origine de Cease to Exist. Cease to exist. Sur cet album, il y a également un autre titre, Look at Your Game Girl, qu'on retrouvera aussi joué par les Guns N' Roses. Look at your game girl. Axl Rose, le chanteur emblématique du groupe, a d'ailleurs porté à plusieurs reprises des t-shirts en concert avec le portrait de Charles Manson sur lui, et donc ce morceau c'était une piste secrète sur l'album Spaghetti Incident, et ça a provoqué un véritable tollé. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt séparer l'homme de l'artiste? Rassurez-vous quand même, les royalties que Manson aurait dû toucher avec cette chanson, elles ont été reversées à la famille de l'une de ses victimes. On aura aussi bien évidemment le chanteur Marilyn Manson, qui va prendre le nom du gourou, donc même si Charles n'a pas percé à proprement parler dans la musique, il a, à sa manière, laissé sa marque dans l'histoire du crime et du rock. On est passé à pas grand chose d'une carrière de boys band. En plus, la Manson Family, ça aurait fait un joli nom de groupe de musique. Avec leur titre emblématique, on écrit sur les murs, qui aurait forcément fait de l'ombre à Demis Roussos, c'est élémentaire. Allez, musique! On écrit sur le mur avec du sang frais, des messages pour les jours à venir.